Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Aptiv Cyborg où nous allons vous présenter Microsoft Dynamics 365 Service Client SAV. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Aldric Dufmin, responsable de marché CRM. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Aldric. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Donc comme annoncé, nous allons passer cette heure à étudier les bénéfices de la solution Microsoft Dynamics 365 avec un prisme un peu particulier qui est le service, puisque nous allons revenir sur les généralités de la solution en termes bien entendu de suivi des ventes, comme certains d'entre vous le connaissent certainement, et faire un focus tout à fait particulier sur la fidélisation et la satisfaction client, qui sont des véritables enjeux pour vos sociétés respectives et pour les clients eux-mêmes. Donc les introductions seront courtes pour passer la majeure partie du temps de ce webinaire sur le produit, sur la démonstration du produit. Et puis bien entendu, comme indiqué, vous saurez nous poser toutes les questions que vous jugerez utiles en fin de session, naturellement. Alors Aptiv Cyborg et Microsoft, en quoi est-ce que nous pouvons vous accompagner dans vos démarches? Nous vous rappelons que nous nous positionnons en termes d'intégrateurs et de conseils en solutions de gestion et partenaires de vos transformations digitales, au travers de l'ensemble des briques proposées par la solution Microsoft Dynamics 365, nous sommes à même de vous accompagner sur l'ensemble des périmètres fonctionnels qui sont indiqués dans ce support, la partie sales pour le suivi des ventes, la partie customer service et field service que nous allons détailler ici, qui consiste en l'accompagnement, en la gestion des contrats de service, des interventions des techniciens, une brique transversale de marketing qui nous permet d'adresser de générer du lead, mais également d'adresser l'ensemble des campagnes marketing omnicanal que vous seriez à même de réaliser. Tout ceci dans un mode projet, bien entendu, intégré à votre ERP, qu'il s'agisse de Microsoft Dynamics NAV ou d'un autre ERP du marché. Et puis, dans des missions transverses, nous serons également en mesure de faire du social engagement, à savoir d'écouter les réseaux sociaux, alors pour générer du lead dans certains cas, mais pour également générer la satisfaction et les services clients, on va l'illustrer. Donc, tout ceci se fait au travers de solutions qui sont mobiles, cloud et internationales. Il y a 42 langues traduites en standard et elles sont disponibles directement dans les environnements Microsoft. Et puis nous avons des briques transverses sur la droite de l'écran qui sont les outils collaboratifs au travers des portails. Alors, portails qui permettront à vos clients de déclarer des incidents ou qui permettront d'avoir des plateformes de collaboration entre clients, partenaires, voire même collaborateurs. Les outils d'analyse et de décisionnel fournis nativement dans la solution vous permettront d'analyser tout cela et d'avoir l'ensemble des KPI pour les directions métiers de vos entreprises respectives. Le dernier mot sur Aptiv Cyborg est uniquement pour retracer l'historique de l'activité et une situation à fin 2017 sur lequel les chiffres seront communiqués prochainement, mais on atterrit à environ 52 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec un peu plus de 3300 clients qui nous font confiance et environ 400 collaborateurs. La particularité est notre implantation régionale forte au travers de 15 agences en France, plus Bruxelles, plus Londres, pour vous accompagner et être plus proche de vos problématiques. Alors, les enjeux d'un service client efficace sont multiples. Tout d'abord, avez-vous une idée des proportions des entreprises qui répondent favorablement aux courriers de réclamation qui leur sont opposés de manière générale? Alors, la session n'étant pas interactive, je vais faire la question et la réponse. On se rend compte qu'une entreprise sur deux ne répond pas correctement aux sollicitations ou aux réclamations formulées par les clients. Alors, pas forcément par manque de volonté, c'est souvent par manque d'outils mis à disposition, par manque de processus mis en place. Les clients formulant des réclamations ne trouvant aucune réponse par les services clients opposés, ont plutôt tendance à quitter leur fournisseur pour cette raison plutôt que pour tout autre et pas forcément pour un mauvais service. Il y a d'ailleurs une étude assez récente qui illustre la différence de perception entre le service que l'on croit bien délivrer et celui que perçoit l'entreprise en retour. Il s'avère que c'est assez phénoménal puisque on se rend compte qu'il y a à peine 10% d'entreprises qui sont d'accord avec la qualité de service proposée par les entreprises de service en l'occurrence et le service qui est apporté lui-même. Alors autant faire le maximum pour pallier à cela. Et pour ce faire, vous avez des briques fonctionnelles dans la solution Microsoft Dynamics 365 que sont la brique Customer Service et la brique Field Service. Assez concrètement, ça vous permet d'identifier le besoin de vos clients, donc que ce soit sur un portail, un appel téléphonique, un SMS, les réseaux sociaux, d'identifier les réponses que vous pouvez lui apporter et de planifier les éventuels agents et les éventuels techniciens terrain qui vont traiter la réponse,
de disposer d'une base de connaissances sur déjà la manière dont on pourrait équiper le client ou les éventuelles questions ou réponses que vous avez déjà formulées qui permettent de résoudre le problème qui a été signalé, et puis d'avoir des propositions adaptées et intelligentes. C'est-à-dire que l'outil, via des outils d'intelligence embarquée, sont capables de proposer des solutions de manière plus ou moins automatique ou via des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc voilà globalement le cursus de ce que proposait une notion de customer et field service que l'on va détailler. Il y a vraiment deux notions. Le customer service, c'est la brique fonctionnelle qui embarque la gestion des contrats, des incidents. Alors les incidents, les réclamations, demandes, c'est de la sémantique. Les engagements, les SLA. Donc les SLA, les Software Level Agreements, sont les engagements que vous pouvez ou pas prendre avec vos clients sur des délais de réponse. Vous engagez à répondre dans les 2 heures, dans les 2 jours ou sous tel délai. Des enquêtes de satisfaction pour s'assurer que les réponses apportées sont correctes. Donc globalement, voilà l'ensemble des briques qui équipent soit des services de hotline, soit des services de service client pour faire des réponses ou des interventions majoritairement à distance. Lorsqu'on a besoin d'intervenir sur site, on a d'autres problématiques. Peut-être que certains d'entre vous ont des techniciens à faire intervenir et ils n'ont pas les outils, vous n'avez pas les outils permettant à vos techniciens d'intervenir correctement, ni dans les meilleurs délais, ni sur les meilleures plateformes. Pour ce faire, vous avez une brique qui s'appelle de field service. Field service vous permet d'identifier l'ensemble des installations que vous avez mis en place. Donc ça peut être des produits, ça peut être du service, des logiciels. Généralement, vous êtes lié par des contrats de service aux entreprises avec lesquelles vous travaillez. Et donc, vous allez pouvoir planifier et répartir les tâches auprès des intervenants terrain, qui peuvent être des techniciens de service ou des consultants, de pouvoir gérer les stocks des machines, des pièces de rechange sur lesquelles vous allez intervenir, de leur mettre à disposition une application qui permettra aux techniciens en mobilité sur son smartphone ou sur sa tablette de savoir quels sont les endroits sur lesquels il doit intervenir, et puis qui permettra derrière à vous-même et à vos clients de bénéficier sur un portail ou sous diverses formes des retours sur les interventions qui ont été faites. Donc, on distingue bien ces deux sujets. Avant de vous le montrer dans le produit, ça se traduit comment? Ça se traduit tout simplement par ce qu'on appelle une console de planification. Donc, vous allez pouvoir lister vos intervenants, les machines sur lesquelles vous devez intervenir, et puis de leur confier des ordres de travaux. L'ordre de travail consiste à intervenir le lendemain sur la vérification de la maintenance préventive, de la maintenance curative, par exemple, de changer une pièce. Donc les intervenants vont avoir, ou les planificateurs vont avoir une console de planification avec l'ensemble des machines ou des intervenants. Et puis les intervenants eux-mêmes bénéficieront d'une application, souvent sur smartphone ou sur tablette, leur permettront de voir les interventions sur lesquelles ils sont planifiés, et puis de réaliser l'intervention, alors en prenant des photos, en changeant les pièces, en facturant une pièce de rechange, en faisant signer de manière dématérialisée, par exemple, à un client, l'intervention sur laquelle il s'est engagé. Donc avec ce spectre, vous pourrez planifier, intervenir et suivre l'intervention. Dans les grandes lignes, voilà ce que l'on peut, sous forme de slide pour le moment, identifier comme le customer service ou le field service. Alors, on vous propose bien entendu de passer, comme on l'indiquait, la majeure partie du temps, à regarder la manière dont ça peut se traduire. Tout d'abord, 2 généralités ou 3 qui nous semblent tout de même indispensables pour que vous appréciez pleinement ceci. Revenons sur les fondamentaux de la solution Dynamics 365. Elle vous permettra de couvrir des besoins de vente, qui n'est pas l'objectif de ce webinaire, mais qui vous permet quand même de voir la transversalité des fonctions. Dans les briques de vente, vous retrouverez l'ensemble des clients ou prospects que sont les vôtres, vos contacts, et puis on va retrouver des fonctions d'opportunité, de devis, de commandes, de liste de campagne marketing. Toute une partie gestion des équipes commerciales et des équipes marketing. D'autres webinaires sont consacrés à ce sujet. Pour autant, ceci est un tronc commun. Vous retrouvez des comptes, des contacts. Vous allez retrouver dans la partie service ces mêmes comptes et ces mêmes contacts sur lesquels vous allez adresser. Sur la partie sales, on va traiter des prospects du lead. Sur la partie service, on va majoritairement traiter des clients. Donc, vous voyez que les briques sont bien distinctes. Et là, on va retrouver dans la partie service des comptes, des contacts, des incidents. Donc, les incidents sont la notion de réclamation. On va retrouver des calendriers de service, des files d'attente, des articles, des contrats de service. Donc, voilà. Vous avez un certain nombre de briques fonctionnelles qui vous permettent d'adresser tout cela. Alors, comment ça se traduit? Ça se traduit déjà peut-être par une liste de comptes qui sont la liste des clients que sont les vôtres sur lesquels vous allez intervenir. Donc là, vous retrouvez la liste de vos clients avec un certain nombre de caractéristiques. Ces listes de clients, vous allez pouvoir les organiser selon différents profils, par secteur d'activité, par secteur de vente, par secteur géographique. La solution Dynamics vous permettra d'organiser des clients tels que vous le souhaitez.
c'est important parce qu'en fait, la solution vous permettra par exemple d'identifier dans le bâtiment et le génie civil quels sont les clients situés par ville ou par commercial pour pouvoir zoomer dans cette donnée et leur adresser des messages adaptés. En faisant une segmentation rapide des clients par secteur d'activité et par commercial, je vais pouvoir les sélectionner et leur adresser, pourquoi pas, un mail pour leur signifier que nous avons une nouvelle proposition de service dans leur secteur d'activité, par exemple, ou une nouveauté sur un produit que vous leur avez installé. Donc la solution permet de manipuler la donnée, mais surtout d'adresser la donnée de manière précise. Donc, on va retrouver ces listes de clients, et nous allons retrouver de la même manière des listes de contacts, des listes d'incidents, donc qui vont permettre de voir l'ensemble des demandes qui leur sont adressées. Autre sujet, quels sont les canaux qui vous permettent d'identifier les incidents ou les comptes? Pourquoi je parle de canal? Quand vous travaillez avec un compte, donc si on prend un exemple qui permet de vous montrer un peu la navigation dans la solution Dynamics, je vais rechercher un compte qui commence par 3A, donc vous avez un mode de recherche à la Google. Je vais zoomer sur un compte, le compte 3A Composite, c'est l'exemple que j'ai décidé de prendre ici. Vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des caractéristiques du client auquel vous vous adressez. L'ensemble des caractéristiques, c'est la fameuse vue à 360 degrés que l'on entend ou qu'on aime avoir sur un compte. Pourquoi? Parce que le client, quand il s'adresse à vous, il vous envoie un mail, il poste une demande de formulaire sur un site web ou c'est un appel entrant. Les opérateurs qui vont traiter la demande n'ont pas nécessairement une connaissance du compte. Donc, par un turnover, parce que vous avez recruté de nouveaux collaborateurs, par exemple. Donc l'idée étant d'avoir la connaissance du compte. Donc, le client qui appelle 3A Composite, on peut déjà avoir une vision globale, donc évidemment sur ses coordonnées, naturellement sur les éventuelles opportunités en cours pour voir si c'est des actions commerciales engagées. Mais on va également identifier l'ensemble des SAV qui sont potentiellement déjà identifiés. L'ensemble des incidents ou de la satisfaction. La plateforme est capable de vous proposer des indicateurs sous forme d'histogramme ou de camembert vous permettant de visualiser ou de synthétiser un état des lieux. Peut-être des statistiques issues de l'ERP, pardonnez-moi, vous permettant de voir le chiffre d'affaires et les -1, le solde, l'encours, donnant également une vision financière du compte, peut-être permettant d'adapter le traitement que vous allez en faire avec cette personne. Vous retrouverez des informations sur ce client comme les ventes sur 3 ans, vous retrouverez des informations sur ses relations. Est-ce que ce client est partenaire de telle personne et recommandé par telle autre? Quels sont les contacts associés? Quelles sont la liste des rendez-vous? Et puis une situation commerciale qui peut être intéressante avant de traiter un incident, de savoir s'il y a des devis en cours, s'il y a des commandes ou s'il y a des factures. Pour aller tout doucement vers le SAV, de savoir sur ce client qui m'appelle 3A Composite, est-ce que je suis lié avec lui ou non par un contrat? Donc je vois ici que je suis lié par un contrat de maintenance annuel de service. On va y revenir, ce contrat de maintenance peut être composé d'un certain nombre de caractéristiques. Et puis quels sont les éventuels incidents récents qui ont déjà été traités ou qui sont en cours. Vous bénéficierez, si vous utilisez une gestion documentaire également, des documents associés à ce compte. Je retrouverai ici l'ensemble des documents qui sont dans la plateforme que je vous présente ici, disponible sur un SharePoint. Donc je vais retrouver l'accord de confidentialité, les demandes d'essai, peut-être le contrat en lui-même. Donc les documents sont directement disponibles depuis la plateforme et puis sont également disponibles depuis l'environnement SharePoint utilisé par d'autres collaborateurs de l'entreprise. Dans le petit exercice très rapide que je viens de faire ici, c'est d'avoir la fameuse vision à 360. Quel est l'état du compte auquel je m'adresse? Pourquoi cela? Puisque le compte s'est adressé à vous, comme je disais en préambule, de différentes manières. Il peut s'adresser à vous par mail. Alors peut-être avez-vous dans vos entreprises respectives une boîte email contact@société.com ou issue du site web, et donc dans ce cas, vous avez une boîte email qui est commune peut-être pour un ensemble de collaborateurs. Lorsque l'email est reçu dans cette boîte commune, la plateforme est capable d'identifier si ce contact, Dominique Grillat qui est l'exemple ici, est connu dans CRM, est-ce qu'il a déjà des incidents, est-ce qu'il a déjà été identifié. Donc, vous avez une intégration, l'intégration Outlook native, vous avez une app qui va vous charger le profil de collaborateur qui s'adresse à vous. Ça permet à la personne au support ou à l'accueil de voir que Dominique Grillat, en l'occurrence, fait partie de telle société, la dernière activité était celle-ci, il y a une opportunité en cours, enfin vous avez une petite synthèse de cette personne directement. Vous allez pouvoir directement depuis Outlook, si vous le souhaitez, planifier un nouveau rendez-vous, une nouvelle activité, une nouvelle tâche. Donc directement depuis la plateforme. Vous allez pouvoir également générer des réponses automatiques et générer des réponses contextuelles. C'est-à-dire que quand je vais répondre
Monsieur Gria, il me demande un besoin d'accompagnement ou il me sollicite sur un problème. Là, il a apparemment un problème sur la plateforme FreeMind. Je vais pouvoir lui répondre et lui répondre en utilisant des modèles de mail et des modèles de réponse. J'ai bien pris en compte votre demande, elle sera traitée dans les meilleurs délais, vous avez un numéro d'incident qui vous est attribué. Donc ce sont des workflows qui peuvent être automatiques ou des workflows qui peuvent être manuels. Moi ici, je choisis de répondre manuellement à cette personne. Eh bien, je vais lui répondre que j'ai bien pris en compte sa demande. Vous voyez, réponse à une demande de consultation, ouverture d'enregistrement, réponse à une demande de support. Et en fait, je peux, en utilisant des modèles de mail, avoir des modèles formulés. Nous avons pris votre demande qui sera traitée dans les 12 heures maximum. Ou que sais-je. Donc là, je le fais manuellement pour vous montrer la démarche. Le process peut être automatique. Donc, bien entendu, informer le client que la demande a été prise en compte, éventuellement lui générer un numéro de ticket pour qu'il puisse savoir et suivre derrière sur le portail où il en est. C'est un point d'entrée, le mail. Un deuxième point d'entrée pourrait être vos sites web. Vous avez certainement un site web qui présente avec brio le fonctionnement de votre entreprise, qui vous met à disposition de vos clients des homepages, des pages produits, des demandes d'invitation, des formulaires de contact. Donc vos clients connaissent vos sites, mais vos clients ont souvent besoin d'aller faire des demandes de support dans un espace qui est dédié à ça. Et à ce moment, ils vont avoir une page dédiée support. Si ce n'est pas le cas, nous vous accompagnerons pour la mettre en place. Donc l'idée, c'est qu'on fait une page où le client peut donner son nom, sa société, son email, son téléphone et sa demande. Pourquoi je ne remplis pas l'exercice ici? Parce que j'ai un peu mieux à proposer à mon client. Alors ça, c'est valable lorsque le client ne nous connaît pas ou lorsque c'est un prospect, ce qui est rare pour définir une demande. Et sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle un portail client. Donc, le portail client propose au collaborateur ou à l'utilisateur client de se connecter sur son profil. Donc, on lui a communiqué en amont une adresse mail, un login, et le client se connecte sur son espace client. Comme CityBoard vous propose un espace client sur lequel vous pouvez vous connecter et voir l'actualité des produits ou des services, déclarer des incidents, exactement comme je vous le propose ici. L'idée, c'est que la personne connectée peut voir son profil, peut mettre à jour ses coordonnées, peut se connecter, avoir accès à une base de connaissances de l'ensemble des articles qui ont été publiés relatifs à son activité. Donc la base de connaissances est administrée dans CRM et la personne connectée va pouvoir voir quelles sont les demandes de support récentes, se connecter à ce petit forum et voir, pourquoi pas, avoir accès à des nouveautés. Il va pouvoir, si vous mettez en place ce genre de fonction, accéder à un forum de discussion qui pourrait être comment dire, entre clients ou administré par quelqu'un chez vous qui veut publier ou lancer différents thèmes. On est sur du collaboratif. Donc ce forum de discussion peut permettre à chacun de créer des discussions ou des forums d'assistance, solutions que vous trouvez sur d'autres sites web de la même manière. Il va pouvoir également accéder à son support. Donc son support sont l'ensemble des incidents qu'il a potentiellement déjà déclarés et puis la possibilité de déclarer de nouveaux incidents. Avec intelligence artificielle, il va pouvoir déjà poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on peut nous aider si le client en question indique qu'il a un problème de connexion ou un problème de livraison, la plateforme va déjà lui proposer des incidents éventuellement qui ont déjà des problématiques en relation avec des problèmes de livraison. Ou sinon, il va pouvoir déclarer un nouvel incident. Donc là, je vais accéder à un formulaire que nous aurons ensemble préparamétré, où l'incident sera connexion au webinar janvier 2018, par exemple. Et puis, vous allez avoir un type d'incident. Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est un problème? Quel est le sujet de l'incident? Quelle est la description? Webinar CRM 2201, par exemple. Et puis, il peut ajouter une pièce jointe, ce genre de choses. Vous voyez, ce sont des formulaires entièrement personnalisables où Dominique Gria de la société X va pouvoir déclarer son incident. Lorsqu'il clique sur envoyer, le processus est assez simple, somme toute. Ça va déclarer un incident dans la plateforme Dynamics 365 et les opérateurs qui ont en charge le traitement de cet incident vont pouvoir ensuite faire le métier qui est le leur et ce que je vais vous montrer. Un petit pop-up s'est affiché, donc il a déjà disparu, indiquant au client que l'incident avait été créé sous le case numéro X et le client lui-même va recevoir un mail, évidemment lui spécifiant que l'incident a été créé et la lien a été pris en compte. C'est une deuxième piste, une deuxième source de création d'incidents. Comment est-ce que cela se traduit? Ça se traduit dans la plateforme Dynamics, sur laquelle je vais revenir, par la création d'un nouvel incident ici. Donc le nouvel incident ici a été créé soit par le mail, c'est l'exemple que je vais donner en préambule. Si je reprends
en l'ensemble des incidents actifs. Vous avez, comme je vous ai montré sur la plateforme de compte, la liste des incidents qui ont été identifiés. Donc, je retrouve le dernier créé, connexion au webinaire janvier 2018, le case numéro temps, normal. L'origine, c'est le site web. Le client, c'est 3A Composite. Système, ça veut dire que c'est décrit sur le portail. Il est en cours, il y a une date. Les opérateurs en charge du traitement, chez vous, accéderont à la liste des incidents. Donc, chacun peut voir l'ensemble des incidents ouverts, peut voir uniquement les incidents qui lui sont affectés, selon la taille de l'équipe que vous voulez adresser, et vous pouvez avoir sinon un pot commun d'incidents qui ont été ouverts par les clients selon les différents canaux. Les opérateurs vont pouvoir manipuler ces incidents avec des indicateurs graphiques qui sont mis à disposition par la plateforme. Typiquement, est-ce que je veux traiter plutôt les demandes, plutôt les problèmes, plutôt les questions? Donc, si c'est un problème, je peux me focaliser sur les problèmes. Vous voyez, ça zoome sur la liste des problèmes. Et puis, les problèmes peut-être par priorité, parce que je vais me focaliser sur les problèmes les plus importants. Donc, je vais pouvoir analyser les problèmes qui ont des priorités diverses et variées. Et puis, je vais retrouver ma connexion au webinaire de janvier 2018. À un moment donné, en tant qu'opérateur, je vais pouvoir ouvrir l'incident et puis passer à un mode de traitement de la problématique. Bref, résumé, nous avons des comptes, des contacts dans la plateforme et nous avons plusieurs moyens, plusieurs modalités pour déclarer un incident. Cette connexion au webinaire, donc vous voyez que l'incident a été ouvert, il passe par différents niveaux de qualification, donc il est en phase de qualification ici, et le Dynamics va vous proposer de suivre et d'être guidé par un processus de traitement de l'incident. Donc je vais voir que l'incident est ici, la description, c'est le client qui l'a intégré. Automatiquement, le client a reçu un mail. Nous vous confirmons la réception de l'incident, le numéro de ticket et le case numéro X, bonne journée, l'équipe Invictus. Donc ça, c'est un petit mail automatique qui a été envoyé à Dominique Gria, qui en plus de la déclaration d'incident sur le portail, va pouvoir suivre cette dernière. Peut-être que ce client ou ce compte est soumis à des contrats ou à des SLA. C'est un sujet qui peut être assez intéressant. Vous avez dans la partie gestion des contrats dans la plateforme la capacité de déclarer ou d'identifier des droits ou des conditions de réponse selon des critères particuliers. Un contrat de service, ça peut être je suis en contrat hotline du 1er janvier au 31 décembre, c'est très simple, et ça peut être je suis en contrat hotline pour 10 tickets maximum, pour 20 tickets maximum, avec des engagements de réponse de 2 heures. Vous avez tout un tas de mécanismes dans la plateforme qui vont vous permettre de définir les droits et les engagements que vous avez avec vos clients. Et donc, on peut définir des niveaux de SLA extrêmement précis. Des niveaux de SLA, ça peut être en nombre de jours, en durée de réponse, en nombre d'incidents, selon un niveau de facturation, selon un encours, par exemple, selon un niveau, un volume d'activité qui a été fait, etc. Donc, comment ça va se traduire derrière? À la déclaration de l'incident, vous pouvez avoir un chronomètre qui se lance sur l'état, ou ça peut avertir un manager. Si le client est un grand compte et qu'on y accorde une attention particulière, je veux que chaque déclaration de cette personne soit signifiée au manager du service client qu'il y a eu un incident et qu'on y accorde une attention particulière. Ça veut dire que vous avez, dans cette partie gestionnaire de service, la capacité à avoir l'ensemble des éléments caractéristiques de la gestion des incidents, avec évidemment les heures d'ouverture ou de fermeture de vos bureaux, naturellement pour pouvoir répondre dans les temps qui sont les vôtres. On a des problématiques de gestion de service à l'international, ce ne sont pas les mêmes qu'en local. On peut avoir un service traditionnel en France du lundi au vendredi de 9h à 18h, et puis des problématiques de SLA avec du H24, 7 jours sur 7. Donc on est capable de modéliser tout ceci dans la plateforme. Ça va se traduire une nouvelle fois de quelle manière? Dans la partie service, les incidents que je viens de montrer sur lesquels je viens de venir, et vous avez la partie contrat. Donc la partie contrat seront l'ensemble des contrats de service qui vous lient à vos clients. Et donc, je vois ici dans la liste, par exemple, que j'ai un contrat sur 3A Composite qui est arrivé à expiration d'ailleurs. Je peux avoir un workflow qui m'alerte de l'expiration de mes contrats. Et si je regarde, assez légitimement, je vois que ce contrat était du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Il n'a pas été renouvelé, pour une raison que j'ignore pour l'instant. Ça nous permet, on a tout un mécanisme qui permet de renouveler le contrat sur une période donnée, avec des caractéristiques données, et qui peut éventuellement déclencher ou donner un ordre à la partie back-office de facturer ce contrat selon les modalités de renouvellement qui ont déjà été identifiées ou caractérisées avec ce compte. Ça peut être à partir d'un calendrier, par exemple. On peut déclencher un calendrier de service ou de facturation ou de disponibilité des services.
On traite beaucoup de sujets, c'est pour ça que je fais une pause et je reviens souvent. Je vous rappelle qu'on traite les clients avec lesquels on travaille, des contrats de service qui vous lient à vos clients. On va pouvoir utiliser également, avant de continuer à traiter cet incident, des bases de connaissances, des bases articles. Les bases articles sont des sujets qui ont été créés par quelqu'un qui est souvent un modérateur chez vous. Donc, on crée un nouvel article avec des caractéristiques. Par exemple, je prends celui-ci. On dit, bah, voilà la problématique que l'on connaît, problématique de livraison. Voilà le cas le plus fréquent, la commande réceptionnée n'est pas complète. Qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter la commande, valider le bon de commande, rapprocher la commande, envoyer la copie du BL par email, etc. Donc ce sont des articles qui spécifient les problématiques fréquemment identifiées et les réponses plus ou moins automatiques que l'on peut y apporter. Ces articles vont pouvoir être créés par des collaborateurs, approuvés ou rejetés avec une forme de modération par quelqu'un chez vous qui va dire bah, ok, cet article, cette réponse est une vraie réponse et c'est un cas que l'on a fréquemment à traiter. Je le publie sur la base de connaissances. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le publier sur le portail. Donc sur le portail web que je vous présentais il y a un court instant, le client va directement pouvoir avoir dans la base de connaissances les réponses à ces questions. C'est la manière dont vous voyez déjà sur d'autres sites web, de réseaux sociaux connus ou chez les opérateurs téléphoniques. Lorsque vous déclarez, vous vous connectez pour déclarer un problème, vous avez souvent des bases de connaissances sur les questions fréquemment posées et les réponses fréquemment apportées. C'est grâce à des systèmes de bases de connaissances comme celui-ci. Donc vous pouvez publier les articles sur le portail, ou vous pouvez uniquement garder ces articles pour votre propre usage interne. Et vous allez voir que dans le cas de traitement d'un incident, on va utiliser la base de connaissances pour répondre plus ou moins automatiquement à des problématiques qui nous sont signifiées. On retrouve donc la gestion des articles. Alors, c'est important d'avancer de manière graduelle. Les contrats, les articles associés, d'éventuels objectifs, et puis les incidents eux-mêmes. Avant de continuer dans la création de mon incident, je reviens un petit peu en arrière sur les sources, puisque je vous présentais qu'une des sources, ça peut être le portail. C'est quand même une des sources les plus fréquemment utilisées. Une autre source peut être les réseaux sociaux, La plateforme vous permet d'écouter les réseaux sociaux. J'imagine que certains d'entre vous, à l'autre bout du webinaire, vont se poser la question de ce vers quoi je veux tendre. L'idée, c'est que vous pouvez écouter sur les réseaux des mots-clés sur vos produits, sur vos services, sur votre entreprise, mais des mots-clés sur les produits ou les services des concurrents. Une fois qu'on a paramétré un certain nombre de mots-clés, on peut les écouter sur différents canaux, Twitter, Facebook, des blogs, et puis laisser la plateforme de social engagement analyser sur une période donnée ces mots-clés, sur le mois dernier, la semaine dernière, sur des périodes d'exécution, personnalité. Et l'idée, c'est qu'il va vous ressortir sur l'ensemble des critères. Donc, vous voyez, j'ai différentes rubriques. Moi, je peux écouter des mots-clés sur mon activité, des mots-clés sur des sociétés, peu importe. Il va me faire un nuage de réponses sur les tweets ou les posts qui ont été relatifs à ce mot-clé, en positif ou en négatif, la région ou les régions sur lesquelles il y a eu des mots-clés ou des posts répondant aux critères que j'ai identifiés, les volumes, les moyennes, des nuages de mots, et puis un certain nombre d'analyses, des analyses sur les conversations elles-mêmes. Qu'est-ce qui, sur ce mot-clé, sur vos produits ou vos services, répond ou ne répond pas à la caractéristique. L'écoute des réseaux sociaux peuvent être utilisés dans deux principaux cas. Pour préparer ou pour faire suite à une campagne marketing, donc là on revient dans la partie commerce, dont je parlais en préambule, on a fait une campagne marketing sur une nouveauté produit, on aime bien savoir ce qui se dit ou ce qui se fait, mais également pour la partie service, puisque vous avez lancé un nouveau produit, vous l'avez installé, vous l'avez lancé, vous aimeriez bien savoir s'il y a des clients, des prospects c'est rare, mais des clients qui se plaignent de vos produits ou de vos services sur les caractéristiques. Et c'est comme ceci que vous allez pouvoir identifier les tweets ou les posts négatifs relatifs aux mots-clés. Vous voyez, là, j'ai zoomé uniquement sur la partie négative. Je peux la zoomer en termes d'emplacement, en termes de sentiments. Là, je zoome sur l'ensemble des sentiments ou des posts négatifs relatifs à la plateforme. Donc, pourquoi je tweet ou je zoome sur les éléments négatifs? Parce que j'aimerais peut-être être informé, avant même que le client m'appelle, d'un mauvais service ou d'un mauvais produit que j'ai pu commercialiser. Et donc, il n'y a pas comme uniquement de la liste d'avoir des effets graphiques ici, vous allez pouvoir voir l'ensemble des publications relatifs à ces posts. Et donc sur une publication en particulier, je vois qu'ici quelqu'un n'est pas content sur un produit, sur un service. On va attendre une seconde parce que je crois qu'on a un petit temps d'appel. Sur un post, je vais pouvoir directement créer un incident ou créer un lead. Alors le lead c'est pour la partie commerce.
L'incident, c'est pour la partie service. Je vais pouvoir directement créer un incident d'un tweet ou d'un post en particulier directement sur la plateforme Dynamics. Vous voyez ici, créer un incident. Alors, j'ai pris un tweet au hasard. Joe Evans est manifestement pas satisfait de quelque chose qui s'est passé au Royaume-Uni. Peu importe sur l'exercice qu'on fait ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en faisant créer ici, je vais directement créer un incident dans ma plateforme. Ça sera applicable à certains de vos cas, certaines de vos entreprises, peut-être pas. Là, ce que je vous montre, c'est les capacités A. De plus en plus, on utilise le social engagement pour avoir une perception du sentiment de votre entreprise et de vos services. Alors, de la même manière, une fois qu'on a vu ça, on peut revenir dans la plateforme, vérifier la liste des incidents. Et vous avez compris que ce soit par mail, sur le portail ou depuis les réseaux sociaux, il y en a des incidents, des demandes que l'on va avoir à traiter. Donc là, sur cette première partie de la présentation, nous avons répondu à on a une plateforme Dynamics, on a des sources de données. Alors, j'ai volontairement occulté le cas peut-être le plus facile, c'est le téléphone, hein, la personne qui vous appelle et qui déclare un incident. À ce moment, alors soit vous avez un système de couplage téléphonique de centre d'appel, donc la fiche apparaît, mais il va bien falloir à un moment donné créer un nouvel incident, et donc vous avez un bouton nouveau pour créer tout simplement un nouvel incident. C'est presque la partie la plus facile, puisque là, il convient à l'opérateur de saisir l'ensemble des données. Moi, je vais plutôt m'arrêter à la création automatique. Donc, vous voyez, typiquement, dans la liste de mes incidents, j'ai un incident ici, le dernier, là, que j'ai créé depuis la plateforme Twitter, en l'occurrence. J'ai un autre incident par le ça serait bien de travailler un peu et de traiter cet incident. Donc, la connexion, si je traite la demande de Dominique Gria, Dominique Gria a fait une demande, il n'arrive pas à se connecter au webinar, je suis opérateur, je prends la demande, et puis je peux éventuellement alors soit la traiter directement, soit ce qu'on appelle l'ajouter à une liste d'attente. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez pas mal de services qui sont organisés de la manière suivante. Les incidents sont déposés dans une file d'attente, et ensuite ce sont au premier agent, au premier opérateur disponible de traiter les incidents qui ont été signifiés. En fait, dans ce cas, il va aller piocher dans la file d'attente et s'affecter les incidents. Après, vous avez une démarche plus classique qui consiste à voir l'incident, à prendre le téléphone, bien sûr, et à aller voir un peu ce qui se passe, et puis à avancer dans le traitement de cette dernière. Donc, je suis en phase de qualification, j'ai des droits, j'ai des contrats de SLA, j'ai éventuellement des niveaux d'engagement. Est-ce qu'il y a des incidents similaires répondant à la problématique? Donc là, il y a un peu d'intelligence artificielle. La plateforme va aller rechercher tout ce qui répond à la connexion au webinaire et éventuellement vous trouvez une solution. Donc ici, il n'a pas trouvé d'incident récemment publié qui répondent à connexion au webinaire. Sinon, vous aurez proposé la solution ici. Je peux aller chercher dans la base de connaissances. Est-ce que je me connais dans la base de connaissances? Est-ce qu'il y a déjà un article qui répond à la problématique de connexion? Et vous voyez, il trouve déjà des éléments, connexion à Dynamics 365, etc. Donc, il va chercher dans la base article. C'est la fameuse base de connaissances dont je parlais en préambule. On va y revenir. Donc, en fait, après, il va falloir bien sûr qualifier l'incident, voir s'il y avait des incidents relationnels. Si je veux travailler sur la base article ici, je peux utiliser l'article connexion à Dynamics 365 et vous voyez directement le connecter ici. Je n'arrive pas à me connecter au webinaire. Première question, avez-vous l'Internet? Deuxième question, redémarrer l'ordinateur, peu importe. Vous voyez, ce sont des cas pratiques qui sont directement proposés à l'opérateur pour répondre à ces questions. Vous avez déjà été confronté, j'imagine, à un service client auquel vous adressez. L'opérateur, il passe toujours par des questions extrêmement factuelles. Est-ce que vous avez vérifié ceci? Est-ce que vous avez vérifié cela? C'est exactement ce qu'il a proposé ici. L'opérateur vérifie un certain nombre de tâches avant peut-être de passer au niveau 2, ou voire même de traiter lui-même la problématique. Ici, c'est une connexion au webinaire, on ne le traite pas de la même manière, c'est une problématique de livraison partielle ou de livraison d'un mauvais article, par exemple. Donc, je vais prendre mon téléphone, considérons qu'il n'a pas d'Internet, il va redémarrer sa boîte, s'il a de l'Internet, l'incident est résolu. C'est le cas le plus simple. Donc après, vous avez évidemment dans l'outil la capacité de dire je résous l'incident, j'annule l'incident, ou je crée un autre incident. Donc en fait, on passe par des niveaux d'intervention, niveau 1, niveau 2, puis clôture de l'incident lui-même. Ce qui va vous permettre d'avoir des incidents en cours, des incidents clôturés, quasiment 2 statuts. On peut avoir des incidents qui passent à un autre niveau ou qui vont demander l'intervention d'un technicien, par exemple. Mais ça, je vais y venir dans un court instant. L'idée, c'est que vous saurez effectivement analyser la liste des incidents, tels que je viens de montrer, par problématique, par priorité, par statut, par type d'incident, et faire l'ensemble des analyses qui vont bien pour vos services et pour l'activité de service client. Alors, c'est presque un premier point du Customer Service, ce que je viens de vous montrer ici, et on pourrait s'en arrêter là.
puisqu'il y a grande majorité d'entreprises qui, déjà, avec un mécanisme comme celui-ci, peuvent traiter l'ensemble des demandes qui sont formulées par les clients. Une hotline classique, ça peut être traité comme ça. Un service client pour un industriel qui fabrique et qui livre du matériel, ça peut être traité de cette manière. Et on a déjà tous les équipements qui permettent de le faire. Puisque si j'ajoute à cela une notion d'opinion des clients qui sont les enquêtes de satisfaction, donc vous êtes capable, quand l'incident a été créé, bien sûr, de signifier au client que l'incident a été créé, et puis vous êtes capable, à la clôture de l'incident, de lui envoyer une enquête de satisfaction, comme celle-ci par exemple, pour lui demander s'il est heureux ou satisfait des services que vous avez proposés. Donc c'est un mail tout simplement que la personne reçoit et qui lui permet de répondre à des questions que vous avez préalablement préparées sur est-ce qu'on a été rapide dans le traitement de sa demande, est-ce qu'on a été efficient dans la manière dont on l'a traité, et puis de pouvoir visualiser derrière l'ensemble des résultats de l'enquête de satisfaction relative à cette dernière. La deuxième partie, l'enquête de satisfaction est en train de se lancer. Bon, voilà, après ce sont des enquêtes de satisfaction, somme toute assez classiques, quand vous le recevez certainement régulièrement. Prenez quelques minutes pour répondre à cette question. Est-ce que vous étiez satisfait, peu satisfait, enclin? Vous avez des systèmes d'étoiles, vous avez des systèmes de smiley. Enfin voilà, il y a tout un tas de sujets qui vous permettent de traiter les problématiques. L'important ici n'est pas tant la forme de l'enquête de satisfaction que le résultat, puisque l'ensemble des critères auxquels vont répondre vos clients vont être stockés dans la base. Et vous pourrez demain prendre tous les clients qui n'ont pas été satisfaits sur la question numéro 3 quant à la qualité de service que vous avez délivré pour peut-être mener une action commerciale ou une action de satisfaction. Ceci à cela. Voilà en bref résumé la partie Customer Service, gestion des comptes, gestion des incidents, gestion des articles, des contrats et gestion des enquêtes de satisfaction. Alors, c'est pas tout. C'est pas tout, puisque en fait, vous pouvez avoir également d'autres possibilités d'interagir avec vos clients. Certains d'entre vous ont certainement déjà été confrontés à ce qu'on appelle un live chat. Vous êtes sur un portail. Certains aiment utiliser des formulaires de contact ou aller dans la base de connaissances. D'autres aiment moins et utilisent ce qu'on appelle le live chat ici pour commencer à vouloir discuter avec quelqu'un. Vous avez des solutions de live assist ici, où effectivement, le visiteur sur votre site web, qui peut être anonyme en l'occurrence, mais qui peut être un client, a besoin de parler avec quelqu'un, donc un opérateur ou une opératrice, et commencer à vouloir dialoguer avec la personne. Il se trouve que la conversation ici peut être initiée directement avec la plateforme Dynamics CRM, où vous avez ici le fameux Live Assist, où du côté CRM, les opérateurs que vous aurez identifiés vont pouvoir dialoguer avec la personne en relation sur votre site web. Il y a un petit temps de latence et je laisse la solution apparaître de votre côté. Hop. Voilà, ça apparaît. Donc, et vous voyez que dans la plateforme Dynamics, je peux directement commencer à dialoguer. Puis-je vous être utile? Et donc, vous allez pouvoir dialoguer entre la plateforme Live Assist et le site web de l'autre côté. D'accord? Donc, cette notion de dialogue peut être le point d'entrée numéro 1 d'un incident. Soit on résout le problème directement en Live Assist, ce qui évite les échanges de mails ou la création d'incidents. Soit, si la problématique ne peut être résolue, en fait, vous commencez la conversation, vos agents commencent la conversation via le Live Assist, et à un moment donné, vont devoir, depuis la plateforme CRM, créer un incident. Ce qui est intéressant, c'est que le côté frontal, côté client, c'est un Live Assist classique, comme vous voyez ici. Côté CRM, vous avez le visiteur, le temps durant lequel vous avez chatté avec lui, et puis les informations sur le visiteur au milieu. Alors, lorsque le visiteur est anonyme, comme un prospect, vous avez le site depuis lequel il fait sa demande, le navigateur, son adresse IP, le site web sur lequel il s'est engagé. Et puis, si c'est un client, vous allez pouvoir le reconnaître avec des systèmes de cookies qu'on a déjà identifiés. Et puis, pouvoir directement ici faire une enquête préalable, créer un incident, enfin, on a tout un tas de mécanismes. Je voulais juste faire une petite apartie sur le Live Assist, qui est une autre capacité ou une autre possibilité qui vous est offerte de gérer des relations avec vos clients. Je reviens à ma plateforme et, si vous permettez, à mon client de départ. Puisque si je prends un autre exemple, vous avez une demande, vous avez un incident, l'incident a été traité, votre collaborateur a pris contact, mais ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas résoudre le problème par téléphone.
ni même à distance, et ça va nécessiter l'intervention d'un technicien. Donc, on va passer sur un autre volet de la partie service, qui est plutôt sur la partie field service. La partie field service, c'est la plateforme qui vous permet de faire une demande. Alors, c'est souvent des demandes d'intervention, puisque c'est la capacité d'envoyer sur site un consultant, un technicien terrain. Donc, c'est une demande d'intervention. Donc, on fonctionne exactement de la même manière. On a une demande qui nous est formulée via le site web, via le Live Assist ou via un mail. On va traiter la demande. La demande, on va l'identifier tout de même, voir si on ne peut pas la résoudre à distance éventuellement, mais sinon, on va ce qu'on appelle déclencher un ordre de travail. C'est typiquement la problématique de la Freebox, pardonnez-moi de donner cet exemple, d'une box d'un opérateur quelconque qui est en panne. Si la résolution ne peut pas être faite par téléphone, l'opérateur va vous dire, je vais déclencher l'intervention d'un technicien qui va venir remplacer la box dans des délais qui seront appropriés. Donc, à ce moment, on va passer de la phase ordre de travail. Donc, on peut directement créer une demande ou convertir ce qu'on appelle un incident en ordre de travail. Et là, ça va déclencher un mécanisme qui va vous permettre de définir qui, dans quel délai, dans quelles contraintes, va pouvoir réaliser ce travail. Donc, la partie field service concerne l'ensemble des entreprises, certainement vous dans cet auditoire, encore une fois, et quitte à me répéter, qui ont besoin de faire de la maintenance corrective ou préventive de solutions qui ont été mises en place chez leurs clients. Donc, vous voyez que quand je suis passé de l'incident à l'ordre de travail, je conserve le même processus. Là, c'est un petit peu plus complet. C'est que je vais retrouver l'ordre de travail, le compte sur lequel je vais intervenir, le compte de facturation, les informations sur le client, et je vais devoir aller qualifier quels sont les travaux que je vais engager, quelle durée, quelles sont les éventuelles tâches que je vais devoir réaliser, parce qu'on a des modèles de tâches, qu'on appelle des gammes opératoires. On sait que si on doit remplacer une box, il faut remporter une box, débrancher la première, etc. Donc, un certain nombre de gammes opératoires qui vont permettre de guider vos techniciens dans les différents sujets qu'ils auront à traiter. Donc pour faire l'exercice, je vais me permettre de voir la liste des ordres de travaux et je vais en prendre un peu complet. Donc de la même manière que vous avez les incidents, vous avez l'ensemble des ordres de travaux actifs. Donc, généralement, au sein des services clients, vous avez des personnes qui sont dédiées à la création et à la planification des ordres de travaux. Si je prends l'ordre de travail 21, je vais voir l'ensemble des caractéristiques. Donc je vois que sur le client Savimex, je vais devoir intervenir pour suivre le chantier, changer la sableuse. Ici, c'est des machines à trancher, en l'occurrence. Je sais qu'il y a déjà eu 168 heures d'incidents liés à cette problématique. Et puis, je vais voir, vous voyez, les ressources dont je vais avoir besoin. J'ai besoin d'une chaîne, d'un transfert. Je vais pouvoir voir éventuellement les différentes tâches relatives. Quels sont les travaux que je vais devoir mener. Donc, vous allez pouvoir guider votre technicien sur les différentes tâches qui seront les siennes lors des travaux. On sait qu'il y a X jours pour faire ceci, X jours pour faire cela, X ceci, etc. Je vais pouvoir voir l'emplacement de la machine sur laquelle je vais intervenir. Donc, vous voyez, j'ai changé un peu de dimension. Je suis plus dans de la simple line. Je vois que la box, ou en l'occurrence la machine, elle est à tel endroit. Et après, je vais pouvoir planifier le technicien le plus à même d'y intervenir. De quelle manière? Sur l'ordre de travail lui-même, j'ai un assistant de planification qui va me lister mes agents, leurs caractéristiques, leurs spécificités, et déterminer qui est susceptible d'intervenir dans les meilleurs délais ou selon les meilleures contraintes. Alors, ça nécessite quoi? Ça nécessite d'identifier, bien sûr, dans la plateforme avant, vos techniciens. En quel domaine sont-ils compétents? Est-ce que ce sont des domaines géographiques, des domaines métiers? Et en fait, ensuite, la plateforme va vous aider ici à déterminer, selon une durée que je vais ignorer ici, selon des caractéristiques et selon une recherche géographique, de dire, tiens, je vais rechercher l'ensemble des ressources qui sont compétents pour répondre à telle demande. Et ici, m'identifier. Je vous demande un court instant, un problème de date. M'identifier les plateformes qui vont être capables d'identifier, soit sur une carte, soit manuellement. C'est en train de charger. Hop, je regarde ici. Les ressources compétentes dans le domaine. Je vois ici que ma problématique elle est ici. Est-ce qu'il y a un technicien qui est proche géographiquement? Il n'y en a pas. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus problématique pour gérer la demande. Mais vous avez compris le principe. Je vais retrouver un assistant de planification qui vous aide à déterminer qui doit intervenir à quel moment. Soit cet assistant de planification, il est applicable dans vos métiers, selon des filtres, ici, soit vous allez utiliser directement la console de planification. Donc, la console de planification est plus traditionnelle dans sa démarche. Généralement, les sociétés qui travaillent comme ça sont des plannings de service. Sur les plannings, on va retrouver quoi? On va retrouver vos collaborateurs sur la liste de gauche. Donc ici, moi, j'ai des ressources. Donc sur la ressource, quand je passe la souris, je vois le nom de la ressource, bien sûr, et ses compétences. Je vois qu'il est qualifié dans tel domaine.
Alors, si on prend dans le domaine du service, on peut dire qu'il est qualifié dans tel ou tel langage de développement. Si on prend dans le domaine industriel, on sait qu'il est compétent dans la production, dans la fabrication, dans les moyens de vinification, on sait qu'il est compétent ou dans le secteur géographique, l'Alsace, le Bordelais. Vous voyez, ce sont des exemples. Donc, on a les compétences de la personne. Puis après, je peux faire de la planification plus traditionnelle. Je vais retrouver un puits de planification en bas de l'écran, qui sont l'ensemble des ordres de travaux. Donc, j'ai ici l'ensemble des ordres de travaux à planifier. Et je vais manuellement dire, bah tiens, l'ordre de travail pour telle société, je vais la confier à l'intervenant de Grenoble, par un cliquet déplacé, tout simplement. Donc, je vais positionner l'ordre de travail sur le planning du technicien. C'est une méthode de planification plus classique, qui n'est pas l'assistant de planification, qui lui-même va répondre à des contraintes. L'assistant de planification va répondre à des contraintes de « il faut intervenir dans les 2 heures » ou dans tel domaine. Donc là, je positionne la planification directement sur le planning du technicien. Je suis capable, bien entendu, de la positionner, de régler la durée avec les cliquets déplacés que je réalise jusqu'ici. Vous voyez, ça va régler la durée. Et puis, d'avoir directement des statuts. L'intervention en vert, ce sont les interventions qui sont en cours. Les interventions en bleu, ce sont les interventions, il y a la légende ici d'ailleurs, je vous la montre là, en cours, en déplacement, en pause, etc., etc. Donc, vous avez les différentes étapes. Donc en fait, elle bouge parce que c'est le technicien lui-même qui souvent sur sa tablette, et je vais vous le montrer après, change le statut d'intervention. Elle bouge parce que le planificateur peut lui-même dire, bah tiens, cette intervention, aujourd'hui de 15 à 16 heures, elle est censée être en cours, d'accord, ou elle est censée être, on va voir à la fin, terminée. En fait, on a tout un tas de mécanismes. On est capable, depuis l'intervention, d'obtenir l'itinéraire. Donc, le système va vous proposer une sorte de Google ou Bing Map qui va vous permettre de déterminer l'itinéraire pour que l'opérateur auquel vous avez confié la mission, vous voyez directement s'il est plus ou moins proche du lieu de l'intervention sur lequel il doit intervenir et du lieu sur lequel il est maintenant. Là, il dit, on a un opérateur qui doit intervenir ici, il est là, il vous dit, il va mettre X heures pour le faire. Ce qui permet au planificateur de décider si c'est bien lui qui va faire intervenir ou non. On est capable de planifier sous contrainte, de dire si c'est du transport spécial, parce qu'on doit transporter une machine, il faut un itinéraire où on ne passe pas par l'autoroute sous les ponts, par exemple. Donc, c'est des itinéraires spéciaux. Donc, planification manuelle par un cliquet déplacé, planification sous contrainte avec des temps et des durées, planification selon les métiers, planification également sous un troisième axe. Hop, je cache un peu tout ça, sous forme de carte, tout simplement. Le temps que ça s'affiche de votre côté. Je vois ici que mon besoin, il est là. J'ai un consultant qui est ici, ou j'ai un intervenant qui est là. Donc, en fait, j'ai une cartographie de l'ensemble des machines que je dois maintenir ou sur lesquelles je dois intervenir, voire de l'ensemble des intervenants, je dézoome, qui sont disponibles dans la période donnée. Donc, vous avez des systèmes de cartographie ou des systèmes de filtres plus manuels. Il y a beaucoup de choses à dire sur les consoles de planification et le temps manque souvent sur ce genre de webinaire, mais le principe étant là, vous avez compris, j'identifie une demande, un incident, je crée un ordre de travail, je planifie l'ordre de travail sur un intervenant, selon des méthodes manuelles en cliquet déplacé tel que je viens de le faire ici, selon des méthodes plus ou moins assistées, qui est l'assistant planification, et puis ensuite je peux gérer ce planning et confier les tâches au technicien. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai confié une tâche à l'intervenant de Grenoble ou à l'intervenant de Roubaix, j'ai envoyé un ordre de travail au technicien. Comment lui va-t-il le traiter ? Il va le traiter via une application. Donc, il a une application qui s'appelle l'application Field Service, qui lui permet de voir l'ensemble des ordres de travaux qui lui ont été affectés. Vous voyez, on est passé en mode apps. Donc déjà, il voit sur une carte l'ensemble des clients qui sont les siens et les éventuelles interventions qu'il va réaliser. Il va retrouver sur la gauche de l'écran son tableau de bord, les comptes, ses ordres de travaux, ses activités. Et donc, en fait, si je vais sur la liste des ordres de travaux, je vais pouvoir prendre l'ordre de travail, peu importe, 3A composites ici, et je vais avoir les caractéristiques sur l'ordre de travail sur lequel je dois mener ma mission. Et le technicien va retrouver, en fait, la description de l'incident sur lequel il doit intervenir, il va retrouver les caractéristiques sur le client, on va retrouver éventuellement au milieu de l'écran l'endroit où se trouve l'intervention qu'il doit mener. Je dézoome tout doucement pour que ça apparaisse chez vous.
Je vais retrouver sur la gauche les incidents, etc. Enfin, toutes les caractéristiques d'un technicien qui doit intervenir, changer une box, pour reprendre cet exemple, on l'a tous vécu. Ce qui permettra à la personne éventuellement de saisir des notes des activités, de faire signer de manière électronique le client dès lors que son intervention est terminée, de déclencher ou non, avec des petites cases à cocher, comme vous voyez ici, des facturations ou des remplacements de pièces. Donc il a tous les éléments pour réaliser son ordre de travail. Et changer le statut, l'intervention elle n'est pas en cours, elle est terminée. Donc en faisant terminer, qu'est-ce qui va se passer? Ça va enregistrer l'ordre de travail. Hop, ça va envoyer à la plateforme directement, enregistrer et fermer, l'ordre de travail avec les planifications qui auront été effectuées, les modifications qui auront été effectuées. Et ceci fonctionne, ce qu'on appelle en mode déconnecté ou en mode connecté. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez la connexion Internet, ça envoie directement l'ordre de travail. Si vous travaillez sans connexion Internet, c'est un mode déconnecté qui permet aux collaborateurs de travailler sans aucune connexion, ce qui est souvent le cas dans des hangars ou dans des endroits où la connexion est un peu plus compliquée. Donc en fait, voilà, l'ensemble des équipements, le technicien verra éventuellement la liste des produits, la liste des stocks. On peut gérer des stocks à la camionnette, par exemple, pour savoir sur ce quoi il va intervenir. Donc là, on est sur l'application dédiée aux techniciens. Et quand on revient sur la plateforme plus classique, en fait, le planificateur verra que l'intervention est faite, dans quel délai, ça a déclenché une facturation, et il pourra, s'il le souhaite, utiliser les tableaux de bord de pilotage pour avoir directement ici un ensemble d'indications sur les missions qu'il a confiées. Et donc là, on est dans la BI, dans la restitution. On va retrouver des tableaux de bord dédiés services, dédiés ventes, bien sûr, où un opérateur pourra avoir, par exemple, un tableau de bord de service client, l'ensemble des incidents qui ont été déclarés, les contrats arrivés à expiration, les missions déjà engagées, les techniciens sur site, que sais-je. Donc les indicateurs seront différents en fonction de vos besoins respectifs. Nous avons, dans les délais impartis, pu faire un tour donc, sur la partie vente très rapidement, la partie service, customer service classique, contrat, incident, base de connaissances, et puis la partie plutôt field service, qui elle couvre les besoins d'intervenants terrain, c'était la dernière partie de la présentation, avec les notions d'ordre de travaux et de planification et de console. On va se permettre de conclure la séance par quelques questions. Merci.